Bonjour Marine, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler congé payé. Peut-être avant de commencer, on peut se présenter si ça te va ? Bonjour Cécile. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Super sujet, congé payé. Sujet d'actualité, voilà. Donc oui, avec plaisir pour dire deux mots sur un petit peu mon parcours. Donc moi, je suis avocate en droit du travail. Ça nous fait déjà un point commun. C'est clair. Je conseille des employeurs dans tous leurs besoins en juridique RH. Alors j'ai eu une première partie de carrière dans une aventure un peu plus traditionnelle, on va dire, où j'ai pas mal eu la sensation d'accompagner des entreprises de plus grande taille, pas beaucoup des petites, voilà. Et puis souvent d'avoir des entreprises qui me contactaient un peu trop tard, où la sensation d'intervenir en tant que pompier. Alors ça m'a beaucoup épanouie sur plein de points, mais aussi énormément frustrée, parce que j'avais la sensation que les entreprises, quelle que soit leur taille en fait, et quel que soit leur niveau de maturité interne, elles devaient avoir besoin de conseils de qualité, et puis à des prix qui soient accessibles. Ce qui est souvent une des problématiques aussi de recours au cabinet d'avocat, c'est qu'on attend le plus longtemps possible pour éviter de devoir payer des coûts, et puis on se retrouve à en payer beaucoup plus cher parce que du coup on les a fait intervenir trop tard. Voilà. C'est ce qui m'a donné vraiment envie de fonder donc un cabinet d'avocats un peu différent, que j'ai fondé, et j'ai conclu un partenariat étroit avec une Legal Tech qui s'appelle Legal Place, pour pouvoir accompagner justement les entreprises de manière plus accessible. Alors, plus accessible comment ? Sur de l'information digérée, qui est mise à disposition et qui est articulée avec le secteur d'activité de l'entreprise, parce que quand on parle de droit du travail, il y a énormément de spécificités par rapport à chaque secteur d'activité et par rapport à chaque convention collective, sachant qu'il y en a quelques centaines en France. Et puis mettre à disposition des outils qui soient vraiment actionnables, parce que c'est bien d'avoir l'information, c'est aussi super important derrière de dire comment je fais de manière pratique, opérationnelle, sans elle, voilà, et sans y perdre trop de temps, parce que dans les petites entreprises, le droit social, ça fait partie des choses incontournables, mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour les personnes qui s'occupent des RH, et qu'elles puissent le faire avec une certaine autonomie quand même. Et puis enfin, se dire qu'il y avait quand même des besoins de stratégie de réassurance, d'avoir un avocat expérimenté qui puisse être à leur côté, donc avoir cette possibilité de recourir à un avocat interne en illimité pour répondre à ces besoins plus spécifiques. Voilà. Et tout ça, c'est donc la solution Canoun que je développe et commercialise aujourd'hui. Voilà. Ça marche, super, merci. Bon, moi, je me présente à mon tour. Donc, je m'appelle Cécile. On me connaît sur LinkedIn sous le nom de Cécile de la RH. Alors, pour le parcours, j'ai commencé comme toi, j'étais avocate. Et effectivement, je suis restée 4 ans avocate avant de partir en entreprise. Et c'est en entreprise que j'ai compris que les besoins, notamment en droit du travail, c'était des besoins très pratiques, très concrets, qui peuvent paraître très basiques quand on a fait un bac+5 et qu'on est en cabinet d'avocat. Mais parfois, reprendre les fondamentaux pour bien comprendre et bien comment appliquer le droit du travail, c'est pas donné à tout le monde, notamment à ceux qui n'ont pas de bagage juridique et qui doivent appliquer dans le quotidien le droit du travail. C'est pour ça que moi j'ai fondé donc l'Académie RH, qui a pour objet de proposer en fait des formations en droit du travail. Donc j'ai lancé une formation générale en droit du travail pour pouvoir permettre à toutes ces personnes de se former sur des règles en fait basiques. Comme tu le disais, on est souvent confronté au droit du travail sur des questions très concrètes, et sur ces bases-là, on ne sait pas encore à ce stade comment répondre et comment mettre en pratique. Donc l'Académie RH, c'est mon petit projet effectivement que j'ai lancé il y a très peu de temps et qu'on peut retrouver sur mon site. Donc aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler congé payé sous un format questions-réponses avec des questions assez simples pour pouvoir balayer l'ensemble des sujets. L'idée, c'est vraiment qu'on questions qui viennent du terrain, c'est des questions qu'on a l'une l'autre beaucoup entendues de la part des entreprises, et qui se posent systématiquement chaque année les mêmes questions, et il faut y apporter des réponses assez concrètes, parce que c'est encore une fois une thématique qui n'est pas simple quand on lit les textes. Donc on peut commencer, on va balayer l'ensemble des sujets. On peut commencer, on s'est fait la petite liste, donc on va dérouler au fur et à mesure. Déjà, premier point, souvent la question que se posent toutes les personnes, c'est mais qui décide des congés payés ? À tort, on peut penser que c'est les salariés qui décident des congés payés. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, c'est eux qui demandent effectivement des dates de congés. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Je ne sais pas si tu as ce sentiment aussi de ce côté. Complètement. Effectivement, on oublie, et c'est toujours important, c'est probablement la chose que je répète le plus aux entreprises que j'accompagne, c'est vous êtes décisionnaire des congés de vos salariés.
Et c'est important parce que sinon, le rapport de pouvoir, il est un peu inversé et ça pose des vraies problématiques organisationnelles dans l'entreprise. Donc, pour la fixation des congés, il y a 2 temps. C'est ce que nous dit le Code du travail. C'est une période d'information collective où c'est l'employeur qui doit, chaque année, informer les salariés de la période de congés payés. Il y a une période de congés payés principale en France qui est de mai à octobre. C'est celle qui est le plus globalement respectée pour pouvoir se reposer pendant notamment les mois de juillet-août où en plus souvent l'entreprise a quand même un peu moins de travail, sauf exception de saisonnalité. Et donc cette information doit être donnée aux salariés 2 mois avant l'ouverture de cette période de congé principal. Ouais. Donc on dit mai-octobre. Vous voyez, souvent les entreprises disent plutôt prends juillet-août aux salariés. Donc on est dans la période où il faut commencer à y penser. La deuxième information importante, c'est celle qui va consister à donner à chaque salarié individuellement ses dates de congés payés. Là, et c'est encore une fois l'employeur qui peut les fixer. Mais là, en fait, de manière très concrète, on se rend compte que c'est effectivement souvent les salariés eux-mêmes qui vont formuler des souhaits de congés payés, ce qui est plutôt une bonne pratique. Voilà. De pouvoir laisser aux salariés la possibilité de formuler des souhaits et puis via un formulaire de congés payés, papier ou digital, l'importance de l'écrit, on le sait en droit du travail, et puis là, le manager du salarié va pouvoir répondre positivement ou négativement à la demande de congés payés. Attention, on voit beaucoup de cas où les managers oublient de répondre. Voilà. Oui, et on se retrouve dans des problématiques où le salarié part en congé et le manager ne se souvient plus qu'il a accepté ou pas et finalement se retrouve sans salarié pour exercer les missions. Donc il y avait quand même un petit suivi administratif sur lequel il faut véritablement un petit peu sensibiliser vos managers. Voilà. Et là, effectivement, il y a 2 délais qu'il ne faut pas confondre, et dont un qu'on oublie souvent. Alors, on a en tête souvent le délai de 1 mois pour prévenir le salarié sur ses dates de congé, parce qu'on sait que c'est ce délai-là qu'il va falloir respecter pour les modifier, déjà, si jamais il y a lieu de modifier les congés payés du salarié. En revanche, le délai de 2 mois avant l'ouverture de la période de prise des CP, celui-là, il est plus souvent oublié, il est un peu plus méconnu, et c'est vraiment 2 délais qui sont différents et qui doivent être respectés tous les 2 pour pouvoir, derrière, attribuer les congés payés aux salariés. Donc, c'est vrai que ça, c'est un délai qui est important et qui commence, c'était dès maintenant, là, dès à présent, pour ceux qui ont la période qui va s'ouvrir très bientôt, l'information déjà collective, il faut qu'elle ait été donnée à ces salariés. C'est ça. Donc, et ça peut être une information qui peut donner cette fameuse période, mais également aller un peu plus loin sur combien de semaines est-ce que vous souhaiteriez vos salariés prennent l'été. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui accumulent des compteurs de congés payés assez importants parce que les salariés ne prennent pas beaucoup. En plus, quand il y a des forfaits jours, il y a en plus les jours de repos. Voilà. Donc, c'est bien un peu de réguler en indiquant aux salariés un peu ce qu'on attend d'eux sur cette fameuse période d'été. Puis on va le voir, en plus, on a des règles légales. Exactement. On peut se parler justement de la question suivante. Comment on gère finalement la prise des congés payés? Qu'est-ce qu'on appelle les modalités de fractionnement? C'est vrai que là aussi, il y a un flou pourtant sur ces règles-là qui peuvent paraître compliquées. Alors, pour faire simple, en fait, il faut bien distinguer le congé principal. Donc, ça va vraiment être les 4 premières semaines de congés payés et puis la 5e semaine. Et quand on parle fractionnement, on ne parle pas toujours immédiatement jour de fractionnement. La logique du fractionnement, c'est juste de se dire j'ai 5 semaines de congés payés et en fait, ces 5 semaines, je ne peux pas les prendre d'un coup. J'ai une obligation de fractionner ma 5e semaine, sauf bien entendu dérogations particulières, si j'ai des contraintes géographiques, si je m'occupe d'une personne avec un handicap, etc. Là, je vais pouvoir avoir 5 semaines de congés payés à prendre directement sur la période de prise des congés. Mais sinon, on a cette obligation en fait de fractionner 4 semaines, puis 1 semaine. Donc congé principal et 5e semaine. Et puis après, l'autre question qui revient souvent, du coup, côté salarié, c'est mais est-ce que j'ai pas le droit à des jours de fractionnement? Et ça, c'est vraiment la question. Pareil, personne n'est très au clair sur ces règles-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les jours de fractionnement, ils viennent pas sur le fractionnement de cette 5e semaine de congé payé, ils viennent avant. Ils viennent avant, mais pas sur tout le congé principal. Donc le congé principal, on l'a dit, c'est les 4 semaines donc de congés payés qui doivent être prises en premier. Et sur ces 4 semaines, en fait, déjà, il y a 12 jours ouvrables à prendre en continu, obligatoirement. Ouais. Donc, pour tous les salariés, il faut qu'il y ait une première période de prise qui soit de 12 jours pour permettre
un droit au repos qui soit réel. Et puis après, c'est vrai que sur ce qui dépasse entre 12 jours jusqu'aux 24 jours, donc jusqu'à la 4e semaine, là, on va pouvoir se dire, on va prendre cette période-là en plusieurs fois. Et là, va se poser la question des jours de fractionnement. Jours de fractionnement qui sont prévus par le Code du travail, qui peuvent être prévus par la convention collective. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est 1 jour ou 2 jours supplémentaires de congés payés pour le salarié, mais pas dans tous les cas de figure, puisqu'il peut y avoir aussi des cas où on va demander au salarié de renoncer. Et souvent, on demande au salarié de renoncer quand c'est lui, en fait, qui en demande pour fractionner ses congés. Parce que la logique initiale, c'est de permettre, en fait, aux salariés à qui on dit, bon là, tu as 4 semaines de congés, mais moi, j'aimerais que tu en prennes une partie après le 31 octobre. J'aimerais que tu coupes, du coup, tes congés payés. Oui, là, le salarié, il ne va pas pouvoir prendre tous ses congés payés d'un coup, donc on va lui donner des jours de fractionnement supplémentaires. Mais si le salarié est en demande, on peut tout à fait, effectivement, dans certains cas, lui dire, tu peux demander à fractionner tes congés. Bon, c'est toi qui le demandes. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une renonciation des jours de fractionnement ? Et ça, c'est une possibilité qui est prévue également par le Code du travail, voire qui parfois est prévue par un accord collectif, puisqu'il peut y avoir des cas de renonciation collective à ces jours de fractionnement. Oui, exactement. C'est vrai qu'une bonne pratique peut consister... Alors déjà, mauvaise pratique, je le dis, ne pas mettre dans le contrat de travail. Ah oui, ça sert à rien de renoncer par avance. Voilà, c'est ça. Dans le contrat, tu n'auras pas le droit au fractionnement. Ça, c'est niette. Ça marche pas. Effectivement, en revanche, au moment où le salarié demande ses congés payés, là, on peut lui demander de renoncer. Oui. Donc, une bonne pratique, c'est de l'avoir directement dans le formulaire. Exactement. Voilà. Et puis, à chaque fois qu'il signe, il sait qu'il y renonce. Oui. Voilà. Et comme tu le disais, il y a une autre solution qui est l'accord d'entreprise. Nous, on fait beaucoup d'accords d'entreprise dans les petites entreprises, parce qu'on peut depuis quelques années faire des accords d'entreprise par référendum avec les salariés pour les moins de 11 salariés, avec directement un membre élu du CSE dans des entreprises un peu plus importantes. Et ça, c'est des super bonnes pratiques de régler une fois pour toutes la problématique de fractionnement. Si, comme tu le disais Cécile, vous laissez beaucoup de liberté aux salariés sur le moment où ils prendront leur congé. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le fractionnement, même s'il est finalement à l'initiative du salarié, mais que le salarié renonce pas, là, il aura le droit à ces jours de fractionnement. Parce que les jours, ils sont octroyés, peu importe qui est à l'initiative de ce fractionnement. Et ça, pareil, on peut l'oublier parfois. Donc c'est vrai que si jamais l'idée derrière, c'est de renoncer, il faut le prévoir, sinon il faut les verser tout simplement. Ouais. Donc, alors justement, on parlait CSE un petit peu. Oui, on a évoqué. CSE. Alors, le CSE... il a quand même un rôle dans les congés payés, il faut qu'on le dise. Ouais. Voilà. Alors CSE, c'est à partir de 11 salariés. Vous avez moins de 11 salariés, vous n'êtes pas concerné. Plus de 11 salariés s'il y a une carence non plus. Mais pour beaucoup d'entreprises, quand même, ça vaut le coup de rappeler les règles en la matière. Ouais. Donc le rôle du CSE, il va être très important, surtout quand il ne va pas y avoir de dispositions conventionnelles finalement sur les modalités de prise des congés payés. Parce que notamment, si on n'a pas, tu l'évoquais tout à l'heure, cette période de prise des congés payés qui est prévue par un accord d'entreprise, d'établissement, peu importe, ou même au niveau de la branche, là, le CSE, il va avoir son mot à dire puisque c'est une décision qui va être prise par l'employeur et le CSE va intervenir, par exemple, dans ce cas-là, effectivement, pour fixer, pour donner son avis sur la période qui sera fixée par l'employeur. Et pareil, il va devoir être informé et consulté sur l'ordre des départs et les critères finalement qui seront mis en place pour pouvoir mettre l'ordre des départs en congés payés. Donc le CSE, il doit être impliqué dans la prise des congés et il sera impliqué notamment aussi en cas de fermeture. On n'en a pas parlé, fermeture de l'établissement, ça c'est tout à fait possible. Pareil, là, on peut se dire, comment ça marche la fermeture ? Est-ce qu'il faut que ce soit prévu par un accord ou pas ? Là, on va pouvoir avoir des entreprises qui vont décider librement de fermer au niveau du congé principal ou même que ce soit tout ou partie de la 5e semaine, l'entreprise, et imposer un congé collectif à tous les salariés du coup qui sont dans cette entreprise. Et là, il faudra passer effectivement par le CSE. Il n'y aura pas de critère d'ordre des départs par contre dans ce cas-là, puisque tout le monde part en même temps. Critère d'ordre, c'est vraiment de se dire qui part, quand et selon quel ordre. Donc, la fermeture, c'est vrai qu'on peut le voir souvent l'été pour vraiment quand il n'y a vraiment rien à faire. 15 juillet, 15 août, on ferme. Ça se voit aussi une semaine ou deux à Noël. Voilà. Oui, ça arrive. Mais alors, la fermeture, c'est quand même problématique dans certains cas. Notamment dans le cas où on a des salariés qui viennent d'arriver et qui n'ont pas acquis suffisamment de congés et qui se retrouvent finalement dans une situation où l'entreprise ferme. Et qu'est-ce qui se passe pour eux ?
l'employeur peut se poser la question, est-ce que je dois indemniser ses salariés? Donc la réponse est non. Non. L'employeur n'a pas à indemniser ses salariés, donc ils vont se retrouver avec un manque à gagner quand même important. Hein. Ça sera du sans solde. Hein, il ne pourra pas lui imposer non plus des CP par anticipation. En revanche, les salariés ont tout intérêt à prendre des congés payés par anticipation. C'est ce qui se fait en pratique. Faut-il qu'il en ait suffisamment? Voilà. Donc effectivement, dans ce cas-là, il va y avoir des situations où des salariés n'auront pas de fait assez de congés payés pour couvrir une période de fermeture. Période de fermeture qui coïnciderait avec la période de congé principal. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Après, il y a d'autres questions qui peuvent se poser. Par exemple, si jamais la période de fermeture, elle va dépasser la durée légale des congés payés, là, c'est un autre sujet. Et effectivement, si l'employeur décide de fermer, au-delà des droits du salarié, là, on part sur une indemnité spécifique qui va venir indemniser les salariés. Mais ce n'est pas la situation, justement, de celui qui vient d'arriver, qui n'a pas assez de congés pour couvrir la période de fermeture, que d'autres salariés peuvent, eux, couvrir avec leur CP qu'ils ont acquis dans le cadre de la période de référence. Donc, ça, c'est une distinction qui est importante et qu'il faut connaître pour pouvoir l'anticiper aussi, parce que les salariés, ils doivent être... faut qu'ils puissent voir aussi les différentes modalités qui vont se présenter complètement pour pouvoir couvrir la fermeture. Alors là, on a décidé de la période et maintenant les salariés partent en congé et se posent d'autres problématiques. Celle qui est liée à une modification des dates de congé. Le manager, la situation du manager qui accepterait les congés et puis finalement se rend compte que non, ça va pas être très pratique, donc il faudrait lui demander de reporter les congés. Comment ça se passe pour un salarié? Alors là, sur les modalités de report, on avait évoqué là ce délai d'1 mois, du coup le délai de prévenance déjà pour modifier les dates de congés. Ça veut dire que dans ce délai d'1 mois, en principe, l'employeur et le salarié, tous les deux, ils doivent respecter déjà les dates. Donc ça, c'est la première règle qu'il faut bien avoir en tête. Après, si tout le monde est d'accord, la modification des dates, à la limite, ça ne pose pas de problème. Comme on se le dit, dès qu'on a un accord qui est des deux parties, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut de manière libre. Mais effectivement, sur la modification après des dates de manière unilatérale par le salarié ou par l'employeur, là, attention. Côté employeur, ce sera possible, mais vraiment en cas de circonstances exceptionnelles. Et c'est sous réserve d'avoir respecté ce délai de prévenance d'1 mois. Donc, si jamais on avait bien donné les dates aux salariés 1 mois avant et que, y a une circonstance exceptionnelle, exemple, un décès d'un salarié ou vraiment un cas de redressement judiciaire de l'entreprise, ou une commande qui serait tellement importante pour l'entreprise qu'il faut la prendre, là, oui, on va pouvoir se dire... s'il te plaît, en fait, on a besoin que tu restes dans l'entreprise et que tu reviennes et que tu décales tes congés payés pour, même si le délai d'1 mois n'est pas respecté. Mais dans les autres cas, le délai d'1 mois, il doit être respecté des deux côtés, donc pas de modification des dates. Voilà, et puis pas de sanction du salarié qui viendrait à partir en congé payé, même si vous lui demandez de ne pas partir. Exactement. Voilà. Donc, vous devez accepter la situation et trouver une autre solution. Après, il y a la situation, du coup, ça peut être le salarié aussi qui va dire « Ah moi, vous avez fixé les dates au 1er juillet, en fait, j'ai envie de partir avant. » Et il n'attend pas l'accord de l'employeur et il part avant. Et là, effectivement, c'est une autre situation. Et c'est pareil, le salarié, il avait des dates qui étaient prévues, on a respecté le délai, donc il est censé appliquer ces dates-là. Et dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est comment on gère du coup cette période où il va partir, il s'absente de son poste alors qu'on ne lui a pas dit oui. Et ça, c'est une question pareille qui peut se poser. Est-ce qu'il est... Là, on rentre vraiment dans le volet disciplinaire. C'est une véritable faute du salarié qui peut s'analyser. Alors, si ça dépend de la durée, c'est toujours, il y a un contexte à prendre. Ça dépend de l'ancienneté du salarié, pour savoir sur quel niveau de faute. Donc, on peut envisager qu'il peut aller l'avertissement au licenciement, dans certains cas, et puis voir à un mécanisme récent de démission pour abandon de poste si le salarié ne revient jamais. Donc ça, effectivement, c'est à prendre en compte, et c'est notamment sur ces situations qui peuvent être gérées en interne au début, de manière opérationnelle, et puis la situation peut s'envenimer, et puis l'employeur ne pas nécessairement avoir les bons réflexes. Donc typiquement, si un salarié ne revient pas de congé payé ou il part avant, déjà vérifiez bien les dates de congé qui ont été convenues, parce qu'entre ce que vous avez dans la tête et ce qui est écrit, il y a peut-être déjà une explication. Il y a peut-être une différence, voilà. Une petite méprise.
Après, il y a toujours ce petit délai de 2 jours, parce qu'on se dit, attention, il est peut-être S'il est malade, il a voilà. 2 jours pour envoyer C'est son ça. arrêt, donc on ne lui dit pas le jour même, hop, hop, Voilà, hop. exactement. Voilà. Ouais. Donc, voilà, tout ce petit délai de 2 jours, on peut toujours recevoir un arrêt maladie, un petit coup de Puis fil. on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc, il faut donner le bénéfice du doute, ça, c'est très important. Et ensuite, là, on va rentrer dans un mécanisme, on n'a toujours pas de nouvelles, de mise en demeure. Ouais. Première mise en demeure, potentiellement une deuxième mise en demeure, et ensuite engager une procédure qui sera plus lourde, qui peut aller justement jusqu'au licenciement faute grave. Bah oui. Ouais. Donc ça, c'est effectivement les hypothèses. Je crois qu'on a tout vu sur les modifications de date de CP. Donc ça peut être côté employeur, côté salarié, mais des deux côtés, il y a bien des règles à respecter. Donc côté salarié, on a bien compris, s'il ne respecte pas ces dates, le risque derrière, c'est un risque principalement disciplinaire. C'est ça. Donc il sera sanctionné. Et là, après, on voulait parler de l'extrême inverse, le salarié zélé, celui qui n'arrive pas à s'arrêter. Il y en a plein. Ah oui. Je ne prends pas mes congés payés. Voilà. Je prends pas mes congés payés. Alors ça, c'est bien de le rappeler, effectivement. C'est un droit absolu. Ouais. Donc un salarié doit prendre ses congés payés. Donc un salarié qui vous dit non, c'est pas la peine. Bah si, en fait, vous devez l'obliger. Vous devez lui imposer des dates de congés payés. C'est absolument essentiel. Il y a un cas. En fait, il y a 2 cas, moi que je vois, où on peut ne pas faire prendre tous ses congés payés aux salariés. C'est quand on a mis en place un compte épargne-temps. Oui. Donc il peut y avoir une petite partie de la 5e semaine, voilà, qui est mise sur le compte épargne-temps. Et la deuxième, c'est assez récent, c'est un dispositif qui permet de donner des congés payés à d'autres salariés. Pareil, dans une certaine mesure, pour un autre salarié qui rencontrerait un événement personnel compliqué. Voilà. Ouais. Donc ça, ce sont les 2 seuls cas. Ouais. Pour le reste, il doit impérativement. Et surtout, il y a quelque chose qui s'envisage. Parfois, on se dit, on ne peut pas s'arranger, il ne veut pas les prendre, moi je le paye, et puis comme ça, on remet tout à zéro. Et là, pareil, ça ne fonctionne pas parce que en fait, le droit à congés payés, c'est un droit qui doit s'exercer comme on dit, en nature, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne ses congés payés et qu'il se repose de manière effective pour pouvoir avoir bien eu le droit aux congés payés. D'ailleurs, on le voit quand on place, même si on place la 5e semaine sur un CET, CET qui peut être monétisé. En fait, on ne peut pas monétiser la 5e semaine de congé payé. On est obligé de la sortir en repos. On ne peut jamais finalement la financer. Mais c'est pareil pour tous les congés payés. On ne peut pas verser une indemnité qui correspond aux 5 semaines en se disant « Hop, c'est bon, je lui ai donné son droit, donc il n'y a pas de difficulté ». Et en fait, parfois, l'idée, c'est que des salariés peuvent avoir envie de se dire là, je ne suis pas suffisamment fatigué, donc je reporte. Et parfois, les situations de report, elles peuvent s'opérer sur plusieurs années. Ouais. Et moi, je vois beaucoup d'entreprises qui, effectivement, se retrouvent avec des compteurs de congés payés qui sont extrêmement conséquents. Ouais. Ils ne font pas forcément attention au moment de l'exécution du contrat de travail. Au moment de la rupture sur le solde de tout compte, quand on se retrouve avec des 50, 60 jours de congés payés, ça fait mal financièrement. Donc ça, il faut vraiment avoir une politique pas complexe, mais disons avec un suivi minimal quand même des compteurs de congés payés. Et éviter, à mon sens, ce système de report de congés payés d'une année sur l'autre, qui n'est pas, alors il n'est pas interdit, mais il faut savoir que là encore une fois, vous avez la main. C'est vraiment l'employeur qui peut imposer aux salariés de prendre les congés payés sur l'année. Voilà, le droit au report n'est qu'une exception. Voilà. Mais pour ça, il faut que vous ayez tout au long de l'année, par un petit message interne, voilà, tu as raison, permet aux salariés de les prendre, c'est-à-dire qu'un salarié qui vous demande 3 fois je peux les prendre, non, c'est pas le moment, plus tard. Bon, celui-là, c'est report obligatoire. Hein, voilà. Mais même aller jusqu'à informer régulièrement tout au long de l'année sur des périodes un peu évidentes. L'automne, prévenir déjà qu'à Noël, il faut que les salariés puissent prendre du temps, 1 semaine, 2 semaines. L'été, c'est important qu'ils prennent du temps. Voilà. Donc déjà, sur ces 2 périodes-là, on a fait prendre des congés payés aux salariés, on va se retrouver avec des compteurs qui seront beaucoup plus acceptables. Voilà. Et après, il peut y avoir d'autres exceptions au report, dont on peut rapidement parler quand même, surtout qu'il y en a qui sont un peu d'actualité. Il y a l'usage. Donc effectivement, un employeur qui pourrait dire moi, je les laisse reporter d'une année sur l'autre pour tout le monde, peu importe, ça ne me dérange pas. Donc attention, c'est quand même à encadrer. Et puis sachez que même si vous êtes dans ce type d'usage, vous pouvez toujours y renoncer en le dénonçant, l'usage. Donc vous avez le droit de changer aussi. Vous avez pu pendant quelques années accepter ce report, puis se dire non, pour les années à venir, je trouve que c'est plus possible parce que finalement c'est plus complexe à gérer qu'autre chose. Mais une dénonciation d'usage, c'est une information, une procédure particulière. Voilà, une petite procédure, un préavis, quelques mois de délai de prévenance, une information individuelle, un écrit, voilà, globalement. Et l'autre cas
de report, c'est le salarié qui a été en maladie. Voilà. Et qui donc n'a pas pu prendre ses congés payés. Et donc va pouvoir les prendre au moment où il reviendra. Un congé longue maladie, ça arrive. Bon, ça déjà, dans pas mal de dispositions conventionnelles, on pouvait retrouver déjà des hypothèses de report, souvent fixées aux alentours de 15 mois, c'est ce qui sera prévu a priori par le projet de réforme. Donc il y avait déjà ces possibilités qui étaient prévues, mais effectivement dans le code, si on ouvrait le code, on ne trouvait rien sur la possibilité d'un report qui est prévu, qui est encadré avec un délai. Donc il n'y a pas de délai de 15 mois par exemple prévu par le code du travail, c'est uniquement sur la base de dispositions conventionnelles. Et c'est là où on va avoir à surveiller la réforme pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on applique comme report et dans quel cas pour ces salariés qui n'ont pas pu prendre leur congé payé, mais parce qu'ils étaient dans une situation un peu particulière. Sachant que l'autre nouveauté de la loi, quand même, c'est qu'aujourd'hui, là, au moment où on vous parle, un salarié qui est en congé maladie, sauf si une convention collective le prévoit, mais il n'acquiert pas de congé payé pendant sa période de la maladie. C'est là où il y a une petite révolution qui nous attend. Exactement. Oui, on fait une petite parenthèse là-dessus. On n'en parle pas trop parce que le projet, il n'est pas encore voté, il n'est pas encore passé devant le Conseil constitutionnel, donc il peut encore bouger. Mais on sait très bien que d'ici quelques semaines, ça va grandement évoluer. Effectivement, les arrêts en maladie, les salariés en arrêt maladie auront 2 jours de CP ouvrables par mois d'absence, alors que jusqu'à présent, quand on était malade, sur un mois entier, c'était 0 CP. Alors 0 CP, en dehors des règles d'équivalence qui pouvaient faire qu'on avait quand même en cas d'absence, finalement, des droits à CP quand l'absence était inférieure à 4 semaines sur la période de référence. Mais voilà, à surveiller, on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. On attendra la décision, enfin le texte définitif pour bien identifier quelles seront les règles qui s'appliqueront à ce moment-là. Exactement. Alors après, les salariés zélés, il y en a quand même, ceux qui travaillent pendant les congés, alors ou parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que l'employeur continue à leur envoyer des emails, parce qu'il y a quand même des dossiers urgents pendant les vacances, ou le salarié qui dit non mais moi ça me dérange pas, une petite heure le matin, avant de partir à la plage, je bosse. Est-ce que c'est possible ou pas ? Là, non, on coupe droit au repos. Les congés payés, c'est un droit au repos. Il faut permettre aux salariés de couper. Et couper, ça veut dire ne pas répondre à ses emails, ne pas répondre aux sollicitations. Il faut lui permettre de se reposer complètement. Ce qui signifie que pour l'employeur, faut éviter de le contacter, sauf urgence, pour avoir un code. Bon, ça... C'est un autre sujet. Si jamais il y a besoin d'avoir une poursuite d'activité et qu'il y a des codes d'accès qui n'ont pas été donnés, c'est comme en arrêt maladie en fait. Effectivement, on donne les infos. Mais par contre, il ne travaille pas. Il travaille pas. Et un salarié aussi, la question qui peut se poser, c'est le salarié, soit qui travaille pour son propre employeur, soit qui va travailler pour un autre employeur. Là, pareil en fait. Les congés payés, ils sont faits pour se reposer. Donc, il n'est pas censé aller travailler pour quelqu'un d'autre pendant ses congés, parce que sinon, on récupère un salarié qui est très fatigué et qui ne s'est pas reposé pendant cette période de congés payés. Donc, il y a deux cas un peu particuliers. Oui, complètement. Sur ces salariés en congé, il y a une problématique qui se pose aussi beaucoup, c'est celle de déconnexion. Parce qu'il y a une différence, effectivement, quand un salarié qui fournit un travail, qui va vraiment ouvrir son ordinateur pour travailler dessus, puis celui qui va juste checker son petit réseau social interne. Ouais. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est du travail, en fait. Bah voilà. Oui. Et donc, soyez non seulement vigilants, mais anticiper et sensibiliser les salariés et les managers. Ouais. Les managers doivent être absolument exemplaires là-dessus. Si vous ne formez pas vos managers sur le fait d'eux-mêmes respecter ces déconnexions, vous ne pouvez pas le demander aux équipes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc ça se passe comment ? Par des petites infographies internes. Moi, j'aime bien de communication. Voilà, une page, expliquer les quelques règles opérationnelles sur comment ça doit se passer pendant les congés et pourquoi c'est important. Ouais. Et c'est important, comme tu l'as dit, pour permettre au salarié lui-même qui part en congé de se reposer. Oui. Voilà. Donc, et puis c'est aussi important pour permettre aux salariés qui restent dans l'équipe de pouvoir correctement travailler. C'est très pénible d'avoir quelqu'un qui est en congé, qui bosse un peu mais pas trop et on ne sait jamais ce qu'on doit attendre de lui. Oui, voilà. Oui, si on attend une réponse, un go, un no-go pour gérer le dossier. Bon, il faut considérer qu'il n'est pas là et faire sans lui en fait. Donc pour ça, anticiper vraiment quelques semaines avant en rappelant au manager de bien préparer le départ des équipes, comme tu disais, les codes, où est-ce que c'est, les dossiers, qui va traiter en cas d'urgence, des petits messages d'absence avec automatiquement transmis vers un autre salarié. Il y a plein de petits
petits outils maintenant qui permettent de le faire, vraiment, pour permettre à chaque salarié qui part en congé de se reposer. Et puis sur la déconnexion, c'est un droit important qu'on oublie un peu. On l'oublie un peu parce qu'il n'y a pas vraiment de sanction. Ouais. Donc, mais il n'y a pas de sanction directe. Parce que sur la déconnexion, si on ne la permet pas, qu'il y a un accident de travail, s'il y a un accident du salarié pendant les vacances et qu'il travaille, voilà, donc on peut avoir quand même un retour boomerang. Et puis si on est sur des mécanismes de durée du travail type forfait jour, typiquement, et qu'on n'a pas encadré le droit à la déconnexion par une charte interne, notamment, qui peut se faire très facilement, et ben là, on va au-devant de risques qu'on pourrait facilement éviter. Ah oui. C'est... la situation du salarié pendant ses congés, c'est un point important. On peut se dire il n'y a pas de sujet, alors qu'en fait, il y a quand même des petites règles à avoir en tête pour pas faire n'importe quoi. Autre cas qui peut se présenter, c'est l'hypothèse du salarié aussi qui va tomber malade pendant ses congés payés. Alors là, attention, 2 situations différentes. Soit j'avais des dates qui étaient prévues de congés payés, je tombe malade, je suis salarié, je tombe malade avant, donc je ne peux pas prendre mes congés. Bon là, pas de difficulté, on aura la possibilité de reporter effectivement une partie des congés payés parce que c'est la suspension du contrat pour arrêt maladie qui sera le premier événement qui va suspendre le contrat de travail. En revanche, pour le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés, bon, là, c'est pas de chance déjà, mais c'est vrai que là-dessus, bon, il y aura peut-être des évolutions sur ce sujet par rapport à l'influence du droit européen, mais à ce jour, un salarié qui tombe malade en fait, pendant cette période de congé payé, si jamais il est déjà parti en congé et qui tombe malade après, là, il n'y a pas de possibilité de report qui est prévu, qui est encadré, sauf toujours disposition conventionnelle qui serait plus favorable. Et ça, c'est parfois prévu, quand même, ça existe déjà. Mais en dehors de ces hypothèses où on a une convention collective qui va nous dire là, il aura bien un report de congés payés à son retour pendant toute la période de référence, pour les autres salariés, a priori, c'est perdu, en fait. Il a été malade, tant pis, en fait. L'employeur l'a bien mis en mesure de prendre ses congés payés, et pas de chance, il a été malade, mais il n'y aura pas de report qui se fera dans la foulée. Donc, c'est pas la même situation en fonction du premier événement, en fait, première cause de ce qu'on appelle cause de suspension du contrat. C'est ça qui va être déterminant pour répondre à cette question. Ça, c'est un cas qui peut se présenter aussi. Je ne sais pas si tu as des questions souvent sur ce sujet. Non, mais tu as tout dit, c'est exactement ça. C'est assez fréquent comme situation. Après, ça peut être 1 jour, 2 jours. Et puis, il peut y avoir des hypothèses où le salarié va informer son employeur, ou d'autres hypothèses où il ne va même pas informer son employeur. Parfois, on est malade pendant les congés, on va pas voir le médecin pour se faire arrêter. Tes congés, j'ai une gastro. Voilà. Ça s'arrête là, en fait. Mais d'autres vont jusqu'à effectivement avoir un arrêt de travail et se posent la question de mais comment on gère cette double situation. Ça, c'est intéressant d'avoir les règles en tête parce que c'est une situation qui peut se présenter de manière assez répétée finalement. Alors, je reprends ma petite liste. Je crois qu'on s'était vu pas mal de sujets qu'on avait prévus. Report, on s'en est parlé aussi. Un point qu'on n'avait pas évoqué, on peut en parler peut-être rapidement, c'est juste petite parenthèse sur les salariés qui sont à temps partiel. Salariés à temps partiel, ils sont dans la même situation en fait que les salariés à temps plein, on les oublie souvent. C'est pas forcément naturel de réfléchir comme ça effectivement, parce qu'on a tendance à vouloir proratiser pour les temps partiels. Alors qu'en fait, que ce soit au niveau de l'acquisition des congés payés, c'est-à-dire combien de CP le salarié va obtenir à la fin d'un mois si jamais il travaille tout le mois, ou au niveau de la prise des congés, comment on va décompter une semaine, en fait, les règles sont strictement identiques. Et il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient à être salarié à temps partiel, il a les mêmes droits. Donc sur une année entière, s'il est présent toute l'année, il aura bien ses 5 semaines de CP. Et quand il va poser une semaine, même s'il travaille finalement que 2 jours dans la semaine, il va bien poser 1 semaine de CP, donc 6 jours ouvrables, si on en décompte en jours ouvrables. Et donc on retrouve cette équité. En fait. Voilà. On a l'impression qu'il faut tout proratiser, alors que le fonctionnement avec les mêmes règles que pour les salariés à temps plein fonctionne très bien pour les salariés à temps partiel, que ce soit du temps partiel parce qu'ils travaillent juste une matinée par exemple ou juste l'après-midi, mais tous les jours de la semaine, ou qu'ils concentrent leur temps de travail sur 1, 2, quelques jours dans la semaine et pas forcément sur 5 jours. Mais ça, c'est important de le rappeler parce que pareil, il y a parfois des confusions qui peuvent être faites sur le décompte des CP de ces salariés qui sont à temps partiel. Donc, on a fait le tour de nos petites questions. Voilà, c'est celle qu'on s'était posée. En tout cas, on a probablement oublié. Mais bon, vous savez qu'on n'est pas loin. Voilà.
Vous pouvez être formé pour ça, vous pouvez nous demander des conseils pour ça. Donc voilà, vous savez que vous n'hésitez pas. Bon, peut-être qu'on peut finir par quelques conseils importants si on devait un peu synthétiser en pratique, tout ce qu'on s'est dit. de ce que vous devez retenir, parce qu'on sait que c'est extrêmement foisonnant. Moi, je dirais, c'est le moment de s'y pencher. Définissez la période de congé principal. Ça arrive. Commencez à demander aux salariés, si c'est comme ça que vous voulez le faire, de formuler leurs souhaits, voilà, pour qu'il puisse y avoir une organisation au sein de l'équipe qui ait du sens et que tout le monde puisse à la fois se reposer et quand même que l'entreprise continue à fonctionner. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire par un petit écrit valable. Point 2, moi je dirais vérifier votre convention collective. Toujours, parce qu'il y a la réponse à de nombreuses questions qu'on a évoquées. Là, on est parti sur une base un peu commune à tous, mais en fait, parfois, on va beaucoup dans le détail dans des conventions collectives, donc c'est important d'aller jeter un œil. Et même nous, experts en la matière, on découvre toujours des choses dans certaines conventions collectives qu'on n'imaginait pas possible. Donc vraiment, faut s'y pencher parce qu'on peut avoir quelques surprises. Oui, ça commence dès la période de référence. Ça peut être l'année civile ou en décalé. Donc déjà, c'est important de savoir ce qu'il y a dans sa convention. Oui, complètement. Après, autre point, s'il y a justement des éléments légaux ou de la convention collective qui ne s'accordent pas avec vos pratiques, faites-vous accompagner pour réfléchir à pouvoir les aménager par accord d'entreprise. Parce que souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas. Alors, il y a des règles d'ordre public. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Vraiment, on n'ira pas à 1,5 jours ouvrables de CP par salarié. Complètement. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire évoluer. Et notamment, tu le disais, la période de prise de congés payés, passer sur l'année civile pour que ça corresponde, par exemple, à l'accord forfait jour avec les RTT. Prévoir des CP supplémentaires aussi, on n'en a pas parlé, mais il peut y avoir des congés conventionnels qui pourront s'ajouter aux 5 semaines de congés payés qui sont prévus par le Code du travail. Exactement, renoncer au fractionnement. Voilà. Donc tout ça, c'est possible par accord d'entreprise. Donc vous pouvez avoir ce réflexe qui n'est pas réservé aux grands groupes. Voilà. Vous pouvez vous en emparer aussi de ces mécanismes. Même dans des toutes petites boîtes. Voilà, parce que c'est des mécanismes de flexibilité qui peuvent être super importants pour vous, pour la marge de l'entreprise. Et puis moi, j'ai un ultime conseil, c'est de laisser les salariés, on l'a dit, se reposer et déconnecter. On le sait, dans le monde numérique qu'on a, tout salarié a la capacité de pouvoir continuer à travailler, surtout avec le télétravail. D'ailleurs, il y a la frontière entre télétravail et congé et un peu de travail. Et parfois, on le sait, super ténu, quoi. Oui, donc, un congé payé, c'est du repos absolu. Voilà. Repos pour les salariés. Et on permet de déconnecter. Et comme vous l'avez compris, pas forcément 5 semaines, ça peut arriver 5 semaines, au moins 2, et puis éventuellement jusqu'à 4 semaines sur le congé principal. Voilà. Donc, je crois que là, si on a compris ça déjà, on est bien effectivement pour pouvoir permettre aux salariés de partir sur la prochaine période. Merci Marine du coup pour cet échange sur les congés payés. J'espère que ce sera utile pour de nombreuses personnes qui étaient encore un peu dans le flou sur les règles. Donc toi, on peut te retrouver effectivement sur LinkedIn. Et puis sur le site Kanoon, K-A-N-O-O-N. Vous pouvez même créer un petit compte gratuit pour comprendre un peu l'univers Kanoon, tester. Et puis voilà, on est là si besoin, n'hésitez pas. Super. Et toi, Cécile ? Moi, je continue sur LinkedIn à produire des infographies pour aider tout le monde à mieux comprendre le droit du travail, parce qu'avec des images, on comprend toujours mieux. Donc, je fournis des infographies gratuites sur LinkedIn et je les mets aussi à disposition avec plein d'autres dans le cadre de ma formation en droit du travail, où notamment j'aborde la question des congés payés pour pouvoir maîtriser toutes ces règles de base sur le droit du travail au sens large. Donc, c'est une formation qui fait 45 heures, qui est totalement en e-learning et asynchrone et qui permet à tout le monde de se former où il veut, quand il veut et à son rythme. Donc, on peut me retrouver sur l'Académie RH, sur LinkedIn. Et puis après, il y a une communauté RH qui s'est créée sur les groupes WhatsApp. Et puis une newsletter pour rester effectivement informé de toutes les news en droit du travail. Et il y en a beaucoup en ce moment. On ne manque pas de travail, ça c'est clair. Je pense que c'est pareil de ton côté. Oui. C'est la joie du droit du travail. Exactement, on arrive tous les lundis matins avec une nouveauté. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Marine et à très bientôt. Bonne journée.